Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter la relation qui existe entre les suites récurrentes et la méthode de Newton. Pour cela, nous allons traiter l'exercice suivant. Soit f de classe C2 sur un intervalle ouvert AB et C un point de I tel que f de C égale 0. Cela signifie que C est une racine de l'équation f de x égale 0. On suppose que la valeur absolue de la dérivée de f en C est supérieure ou égale à un réel m strictement positif. Et on pose grand f de x égale petit x moins f de x sur f' de x. Premièrement, montrer qu'il existe un réel delta strictement positif, tel que grand f soit défini sur l'intervalle j égale c moins delta c plus delta, intervalle centré en C et de rayon delta, et que quel que soit x appartenant à j, la valeur absolue de f' de x est strictement inférieure à 1, avec l'adhérence ou la fermeture de j contenue dans AB. Deuxièmement, en déduire que f de j est inclus dans j. J est stable par f. Et que si x0 est un point arbitraire de j, la suite récurrente de premier terme x0 est définie par xn plus 1 égale grand f de xn vérifie la distance de xn plus 1 au point C est majorée par grand M sur 2 petit m fois la distance de xn au point C au carré, où grand M désigne le sup de la dérivée seconde de f sur j et petit m l'inf de la dérivée de f sur j, la valeur absolue de la dérivée de f sur j. Troisièmement, montrer que si grand M sur 2 petit m x0 moins c est strictement inférieur à 1, alors la suite xn converge vers c. Alors bien sûr, cette vidéo concerne la méthode de Newton. Rappelons brièvement en quoi consiste la méthode de Newton. Imaginons une fonction f donnée qui s'annule en un point C. La méthode de Newton consiste à construire une suite xn qui converge vers ce point C. C'est donc un processus d'approximation. Alors imaginons qu'on a commencé x0 et qu'on arrive au stade xn un point de l'axe OX. Alors nous avons là xn f de xn, le point sur la courbe de f de coordonnées xn, f de xn, et le point suivant xn plus 1 de la suite sera l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe au point de coordonnées xn, f de xn. Cette tangente a pour équation y égale f de xn plus x moins xn f' de xn, f' de xn. Et donc, pour trouver xn plus 1, il faut trouver l'abscisse x du point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, autrement dit la valeur de x. Y égale 0 nous donne x égale ou bien xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. C'est cette suite récurrente qui représente le processus d'approximation de Newton qui permet de fabriquer une suite xn qui converge vers C. Alors revenons au problème. Les hypothèses sont C est une solution de l'équation f de x égale 0 et on désire donc approcher C. La dérivée de f au point C est supérieure ou égale à petit m strictement positif. Et on demande dans la première question de montrer qu'il existe un réel delta strictement positif tel que grand F soit défini sur l'intervalle ouvert centré en C de rayon delta et que sur cet intervalle, la valeur absolue de la dérivée de grand F est strictement inférieure à 1. On s'arrangera donc pour que delta
soit choisi de manière à ce que la fermeture de l'intervalle J soit contenue dans AB. Ça veut dire l'intervalle fermé C moins delta, C plus delta contenu dans AB. Ce qui est simple puisqu'une fois delta trouvé tel que l'intervalle J contenu dans AB, il suffit de prendre delta sur 2 au lieu de delta et on aura l'intervalle fermé même et contenu dans AB. Alors l'existence de delta vient du fait que pour que grand F soit défini, si on regarde l'expression de grand F de x égale x moins petit f de x sur f' de x, il faudra que f' ne s'annule pas sur l'intervalle J. Or, on a bien ici f' de C est supérieur ou égal à m strictement positif. F' étant continu, si elle est strictement en un point, on sait montrer qu'il existe tout un intervalle sur lequel il reste strictement positif, donc non nul. Et donc grand F de x sera défini sur un tel intervalle. Maintenant, pour prouver que sur ce même intervalle f' de x est en valeur absolue strictement inférieure à 1, il faut noter que si on calcule f' de x, nous avons d'abord un grand F de x égale x moins petit f de x sur f' de x. Et donc, nous avons f' de x égale 1 moins, la dérivée de ce rapport sera f' de x au carré moins f de x f seconde de x divisé par f' de x au carré, que l'on peut simplifier en f' de x égale, alors f' au carré sur f' carré 1 va partir avec 1, il nous reste moins f de x, donc f de x, f seconde de x sur f' de x au carré. Alors, on sait que f de c est égal à 0, on tire immédiatement que f' de c égale 0, et si on remplace x par c dans l'expression de f, nous avons en même temps f de c égale, puisque petit f de c est nul, égale c. Autrement dit, c est un point fixe pour grand F. Alors, grand F est défini en fonction de f, qui est de classe C2, donc grand F est dérivable. Grand F' est continu, puisque petit f est de classe C2. Grand F' est continu, et puisque grand F' de C égale 0, alors si on prend un intervalle centré en 0, par exemple l'intervalle moins 1, 1, il existe un intervalle centré en C dont l'image est contenue dans l'intervalle moins 1, 1. Autrement dit, il va pour l'intervalle, ou bien il existe un réel alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle c moins alpha, c plus alpha, nous avons f' de x qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. On a traduit un peu la définition de la continuité. Autrement dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle c moins alpha, c plus alpha, nous avons la valeur absolue de f' de x est strictement inférieure à 1. Alors, il suffit donc de choisir pour delta un nombre plus petit que alpha et nous aurons, quel que soit x appartenant à l'intervalle c moins delta, c plus delta, c plus delta, nous serons à la fois dans cet intervalle et dans l'intervalle c moins alpha, c plus alpha, si je choisis delta inférieur à alpha, et nous aurons à la fois
f de x d'une part est bien défini, d'après le travail de tout à l'heure, et la valeur absolue de sa dérivée est strictement inférieure à 1 par continuité de grand F' au point C. Revenons maintenant à l'énoncé. Dans la première question, on vient de montrer que on peut trouver un intervalle J centré en C tel que sur cet intervalle grand F est toujours défini et sa dérivée en valeur absolue est majorée strictement par 1. Et on a dit que si on prend delta plus petit, on aura l'adhérence ou la fermeture de l'intervalle J contenu dans AB. Deuxième question, en déduire que grand F de J contenu dans J est que si nous considérons un point x0 dans J, la suite récurrente de premier terme x0 définie par xn plus 1 égale f de xn vérifie cette relation, à savoir la distance entre xn plus 1 et le point C est majorée par une constante fois la distance entre xn et C au carré. Cette constante est représentée par grand M sur 2 petit m, où grand M est le sub de la dérivée seconde qui continue sur J, puisqu'il est continu sur AB et que AB contient J bar, donc elle atteint ses bornes, sur J bar donc sur J, et petit m égale 1 f' de x pour x dans J. Pour le même raisonnement, cet inf est atteint par continuité de f' sur AB, donc sur J bar, et donc elle est bornée. Alors pour montrer que f de J est contenu dans J, nous allons reprendre la fonction grand F. Nous avons un grand F de x moins grand F de C qui peut s'écrire par accroissement fini grand F' d'un certain xi multiplié par x moins C. On vient de voir tout à l'heure que C est un point fixe de grand F et donc grand F de x moins C en valeur absolue. Ici, je prends un x qui est dans J. Et j'ai donc ceci inférieur ou égal, je peux majorer la dérivée qui est là en valeur absolue par 1, puisque le point xi est situé entre x et c, qui sont tous les deux situés dans J. Donc nous avons xi entre x et c, majoré par 1 fois la valeur absolue de x moins c. Alors comme x est dans J, sa distance AC est inférieure à delta, on en déduit donc que la distance de f de x à c est inférieure à delta et cette relation implique donc que grand F de x appartient aussi à J. Du coup, on en déduit que grand F de J est contenu dans J. Alors, pour ce qui est de la suite récurrente, et pour montrer qu'il vérifie cette relation, nous allons donc évaluer la différence xn plus 1 moins c. Alors nous avons xn plus 1 moins c qui est égal à, alors xn plus 1 c'est grand F de xn moins c que l'on écrit xn moins petit f de xn sur f' de xn moins c, ou encore xn plus 1 moins c égale. Alors on va voir ici en réduisant au même dénominateur, nous allons voir xn f' de xn moins f de xn moins c f' de xn
divisé par f' de xn. Ou encore, xn plus 1 moins c égale moins f de xn moins f' de xn multiplié par c moins xn divisé par f' de xn. Alors maintenant, nous avons vu que petit f est de classe C2. Si nous écrivons la formule de Taylor-Lagrange au point C, nous avons f de C égale f de xn plus f' de xn multiplié par c moins xn plus 1 demi f seconde d'un certain xi contenu situé entre c et xn multiplié par c moins xn au carré. Or, petit f de c est égal à 0. On en déduit donc que moins f de xn moins f' de xn fois c moins xn est égal à 1 demi f seconde de xi c moins xn au carré. Donc la différence xn plus 1 moins c va s'écrire maintenant. Xn plus 1 moins c va être égal à 1 demi f seconde de xi fois c moins xn au carré divisé par f' de xn. Ou encore, en prenant la valeur absolue de xn plus 1 moins c majoré par 1 demi f seconde. Alors f est de classe C2, xi est dans J, f seconde de xi majoré par le sub de f seconde sur J bar, et donc ce sera grand M, c'est le même que le sub sur J, divisé par, et là on minore f' par l'inf de la valeur absolue, petit m, et on aura ici c moins xn au carré, ou bien xn moins c au carré. Voici donc pour la première inégalité. Revenons au texte. Après avoir établi cette inégalité, on demande de montrer que si petit m sur grand M sur 2 petit m x0 moins c en valeur absolue est strictement inférieur à 1, alors la suite xn converge vers c. Nous allons donc reprendre cette inégalité et la prolonger. Alors nous avons donc, en passant de xn plus 1 xn, on peut écrire xn moins c majoré par 1 demi m sur petit m xn moins 1 moins c au carré. Alors pour établir une relation à l'ordre n, nous allons continuer. Xn moins c est inférieur ou égal à 1 demi grand M sur petit m et xn moins 1 moins c est majoré par 1 demi grand M sur petit m multiplié par xn moins 2 moins c en valeur absolue au carré, le tout au carré. On obtient donc que xn moins c est majoré par 1 demi m sur petit m fois 1 demi m sur petit m puissance 2. Cela nous donne 1 demi grand M sur petit m puissance 1
plus 2 multiplié par la valeur absolue de xn moins 2 moins c puissance 2 au carré. 2 au carré. Remarquons la présence de n moins 2, 2 puissance 2 et 1 plus 2 puissance 1. Alors encore une étape pour voir apparaître une conjecture à vérifier par récurrence. Nous avons inférieur ou égal à 1 demi grand M sur petit m puissance 1 plus 2 facteur de 1 demi grand M sur petit m xn moins 3 moins c au carré, le tout au carré, et cela nous donne xn moins c en valeur absolue inférieur ou égal à 1 demi grand M sur petit m puissance 1 plus 2, et là on a 1 demi m sur m puissance 2. Alors 1 demi grand M sur petit m au carré. Alors ici, évidemment, c'est puissance 2, puissance 2, voilà. Ce qui nous donne plus 2 au carré, multiplié par xn moins 3 moins c puissance 2 au carré fois 2, 2 puissance 3. Donc on va se dessiner une conjecture. Nous pouvons donc poser xn moins c majoré par 1 demi grand M sur petit m puissance 1 plus 2. Quand on arrive ici à 3, on est à 2 ici. Donc plus 2 puissance n moins 1. Là, quand j'arrive à n, j'aurai ici x0 moins c puissance, alors n moins n, 2 puissance n, 2 puissance n, que nous allons vérifier par récurrence. Alors d'abord ça s'écrit xn moins c majoré par 1 demi grand M sur petit m, puissance la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Le nombre des termes ici est n, donc ce sera 1 moins 2 puissance n sur 1 moins 2, ou bien 2 puissance n moins 1 sur 1, multiplié par x0 moins c puissance 2 puissance n. Alors, pour établir ça par récurrence, on voit que pour n égale 0, nous avons à gauche x0 moins c, et à droite, ici, nous avons une puissance nulle, donc c'est 1, et là, x0 moins c puissance 1, donc c'est vrai. Alors, si on suppose que c'est vrai à l'ordre n, nous avons xn plus 1 moins c, qui est majoré par la constante 1 demi grand M sur petit m multiplié par xn moins c au carré, et en utilisant l'hypothèse de récurrence, nous trouvons bien que c'est majoré par 1 demi grand M sur petit m, et on élève ça au carré, cela nous donne 1 demi grand M sur petit m puissance 2 fois 2 puissance n moins 1 fois la valeur absolue de x0 moins c puissance 2n au carré, ou bien puissance 2n plus 1, et ce qui nous donne majoré par 1 demi grand M sur petit m puissance 2 puissance n plus 1 moins 2 plus 1, donc moins 1. x0 moins c puissance 2 puissance n plus 1. Et on voit bien que la conjecture est démontrée pour tout n. Alors donc en résumant, nous avons xn moins c qui est majoré par 1 demi
grand M sur petit m puissance 2 puissance n-1 x0 moins c puissance 2 puissance n, que l'on peut écrire xn moins c majoré par 1 demi grand M sur petit m x0 moins c le tout puissance 2 puissance n multiplié par 1 demi m sur 1 puissance moins 1 ou bien 2m sur grand M. Alors, ce qui montre bien que si 1 demi grand M sur petit m fois x0 moins c en valeur absolue est inférieur à 1, alors on voit que la limite de la différence xn moins c est égale à 0, ou bien la limite quand étant vers plus l'infini de la suite xn est égale à c. Et par conséquent, la suite d'approximation xn converge vers le point fixe c de f, ou pardon, vers la solution c de l'équation f de x égale 0. Je vous remercie.